Bonsoir à toutes et à tous. Les JDF ce soir sur ce que l'on peut pressentir aujourd'hui de la révolution technologique qui nous submerge en abordant si possible que ce que l'on peut imaginer avec des arguments solides. Docteur Nicolas Leblanc, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes mon complice depuis presque plus d'un an maintenant. Vous êtes médecin de santé publique chez notre partenaire Vive. Vous nous présentez cette étude qui va être la base de cette émission ? Alors, on a voulu aborder la question de l'avenir de la médecine et de la santé en France en ayant une double approche, le point de vue du grand public et des médecins. L'enquête révèle notamment que pour le grand public, 51% et surtout pour les médecins, 62%, les principaux progrès à venir seront directement liés à la recherche médicale. Vaincre les maladies graves comme le cancer, la maladie d'Alzheimer ou le sida, et pour la majorité, possible dans les années à venir. Alors, bien sûr, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau dans ces résultats, parce que si on les avait posé les mêmes questions il y a 20 ou 30 ans, je pense qu'on aurait eu les mêmes réponses. Ça s'appelle tout simplement l'espoir. Peut-être. Sauf que là, on a détaillé tous les moyens nouveaux pour y parvenir. Robotique, intelligence artificielle, génétique ou encore télémédecine. Alors, pour commenter vos chiffres, un invité prestigieux, le professeur Guy Valencien. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Est-ce que je dois vous présenter ? Non, tout le monde vous connaît, mais enfin quand même. Après une carrière de brillante d'urologue, vous consacrez désormais votre temps à réfléchir sur l'avenir de la médecine. Votre avis compte beaucoup dans et en dehors du corps médical. Alors après nous avoir prévenu dans votre précédent ouvrage qu'il fallait s'attendre à la médecine sans médecin, vous avez récidivé dans votre rôle de lanceur d'alerte avec Homo Artificialis, plaidoyer pour un humanisme numérique, paru aux éditions Michelon. Alors Guy, on va commencer par une question brutale. Est-ce qu'il y aura encore des médecins dans 10 ans ? Dans 10 ans, des médecins tels qu'ils sont aujourd'hui, non. Mais des médecins, oui, il y en aura. Et dans 20 ans ? Il y en aura encore. Parce qu'il restera toujours une frange je dirais, dans ce monde qui va être de plus en plus normé, numérisé et qui fonctionne par algorithmes. Et les algorithmes, c'est simplement des processus qui permettent d'aboutir à un résultat, mais qui sont, dans le monde numérique, qui ne sont non ambigus. Et nous fonctionnons dans l'ambiguïté permanente, parce qu'un malade, c'est toujours ambigu, c'est le plus ou moins. 1 plus 1, ça ne fait pas 2 en médecine, ça fait 1,8 ou 2,1. Elle ne va pas être corrigée par l'ordinateur. Non, mais je pense que l'ordinateur, en termes de diagnostic, sera capable de faire mieux, parce qu'il ira chercher des hypothèses auxquelles on ne pense pas. J'ai beau avoir un cerveau qui semble à peu près fonctionner, il y a des hypothèses auxquelles je ne pense pas. Deuxièmement, la combinaison ordinateur et moi-même fera encore mieux. Ensuite, sur l'indication du traitement, la machine va permettre, là encore, d'aller chercher des hypothèses et de nous aider dans le choix. Et puis enfin, l'effection du traitement, eh bien, la robotique de plus en plus va jouer. Donc à la fois, on va voir les instruments numériques nous aider, et puis on va observer une délégation de plus en plus forte de tâches à des personnels qui sont considérés comme soignants, paramédicaux, ce que je déteste, parce que oui. Finalement, c'est l'intervention humaine que vous, qui est le problème, qui est la question. Toutes les professions médicales seront amenées à disparaître, ou il y en a certaines qui seront encore utiles ? Alors, je vais venir à la question, mais tout d'abord, je vais compter sur ce que j'ai dit, c'est qu'il faut penser aujourd'hui à un travail global des professionnels de santé. Donc, je pense pour moi que tout professionnel de santé qui touche un malade, de l'aide-soignante au professeur de médecine, est une profession médicale. Je vais faire hurler mes confrères, mais c'est comme ça. Donc on vous a coupé quand vous disiez « je déteste le paramédical », c'est ça ? Non. Le mot paramédical. Oui, le mot paramédical, parce qu'il scinde la profession en deux. Et donc, toutes ces professions doivent être dites médicales à responsabilité variable. Et mon rôle de médecin sera de résoudre les cas tordus, les cas imprévus, parce que la machine fait mal dans l'imprévision. Et donc, je vais garder un rôle d'expert, d'expérience. Le savoir sera dans la boîte, ou sera délégué à d'autres. Et moi, je vais garder ce rôle d'expérience. Mais un de nos confrères qu'on aurait pu avoir ce soir, Laurent Alexandre, lui dit les pharmaciens, il n'y en aura pratiquement plus. Enfin, il est beaucoup plus pessimiste sur l'avenir des professions médicales. Alors, il faut aller à une réduction du nombre de médecins. Bien évidemment, il y en aura moins besoin, puisqu'ils seront là pour traiter les cas de vie. Je prends un exemple tout bête. C'est pas le sens qu'on imprime aujourd'hui. Mais absolument, mais je prends un exemple tout bête. On est en 2030, 10 ans.
Et la machine m'a fait le diagnostic de cancer de la prostate parce que j'ai été on m'a fait une biopsie, ou même peut-être qu'on fera ça en biopsie liquide, mais disons que la biopsie, et c'est la machine qui va screener, qui va me dire mon score de glycone, mon grade et tout, hop, la NAPAT va disparaître de ce plan-là. Et quand elle m'aura dit ça, je vais avoir mon Alexa chez moi qui va me répondre « Bonjour, vous avez un cancer de prostate de grade 3, tapez 1 pour avoir le résultat, 2 pour c'est mignon comme choisir comme votre annonce. traitement. » Vous allez voir que dans les réactions qu'on a, de dire, attendez, c'est bien gentil d'avoir une machine qui vous dit, vous avez un cancer de la prostate, tapez 1, tapez 2. On est quand même dans une médecine totalement déshumanisée qui n'est pas forcément celle que l'on veut. Mais non, mais ça va être comme ça. Et attendez, ça va être comme ça. Et tapez 3, voyez un conseiller, vous allez taper 3 immédiatement parce que vous êtes perdu. Et quand le traitement qui sera proposé par l'ordinateur va vous dire vous avez 90% de chances d'être guéri par la chirurgie et 89% par la radiothérapie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à comprendre, qui va comprendre votre psychologie et vous aider à prendre la bonne décision. Donc on aura besoin de conseillers. Alors moi j'ai fait un plan qui était de dire soyons un petit peu pragmatiques, voyons pourquoi ça va changer. D'abord vous allez avoir moins de malades parce qu'on va avoir de la prédiction. D'ailleurs ça ressort dans votre étude. L'opinion publique est d'ailleurs majoritairement prête à recourir à la médecine prédictive. Là, le séquençage de l'ADN pour déceler les risques génétiques est ainsi vu comme une source d'espoir par 62% du grand public et 66% des médecins. Première révolution en France, l'état des lieux à la naissance, le décodage de l'ADN. Alors on a vu à Noël que tout le monde faisait offrir des tests pour savoir si on était d'origine asiatique ou du Berry. Bon, c'est un gros succès à Noël, mais aujourd'hui, so what? So what? Gros. Ça, c'est débile. C'est totalement débile. Parce que pour une personne donnée, personne ne peut savoir. Et donc, c'est Angela Jolie, avec son gène BRCA, qui se fait couper les seins. Tout ça parce que sa tante et sa mère ont eu un cancer du attendez, là on est dans les facteurs prédictifs. Les cancérologues seraient sans doute moins... Mais il suffisait de la surveiller. Elle ne voulait plus être surveillée par des mammographies. Elle a embarqué des milliers de femmes dans une... Oui, elle s'est fait réopérer je ne sais pas combien de fois. C'est insupportable. Je veux dire, là, c'est de la folie mécaniste. Et ça, je refuse. Pour chacun, on ne sait pas. Personne ne sait ce qui peut vous arriver. En revanche, quand on sait qu'on est porteur de gènes susceptibles de développer une maladie, c'est sans doute une avancée pour la prévention. Qu'en pensez-vous? Pas. Ça dépend, ça peut être extrêmement paniquant, ça peut être, je n'en sais rien, mais il faut être extrêmement méfiant. Sur les maladies dont on ne peut rien faire, ça n'a aucun intérêt. Et sur les maladies dont on sait qu'on peut faire quelque chose, on verra bien. On va prendre un exemple très précis, mais très court. J'ai un gène de sensibilité au cancer du poumon, donc je sais que si je fume, je risque d'en avoir un. Mais par contre, je risque aussi de me dire, puisque je n'ai pas le gène, je vais beaucoup fumer. Donc c'est là où... Mais non, mais même si j'ai le risque et que je fume, ça ne veut pas dire que j'en ferai un. Donc arrêtons. On est dans la médecine basée sur les preuves. C'est fini, ça. C'est une grosse machine qui ne correspond pas à la médecine personnelle. Ok, on enterre pour le moment le décodage de l'ADN. En revanche, dans tous les congrès, en particulier ceux de cancérologie, arrive la biopsie liquide. C'est-à-dire qu'avec une simple prise de sang, on a des facteurs prédictifs. Alors dans le cancer du sein et dans le mélanome, c'était quand même une révolution. On peut imaginer que toutes les maladies vont avoir des facteurs prédictifs. Oui, mais prédictifs, c'est tout. Prédictif. Je suis d'accord, c'est comme en politique. Peut-être que c'est comme les sondages avant les élections. Je veux dire, bon, c'est de la prédiction, c'est tout. C'est pas le résultat final. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Donc n'embarquons pas les gens dans de la folie. On s'arrêtera de vivre si c'est ça. Et sur le diagnostic, c'est la machine qui le fera avant les signes cliniques ou pas? Parce que la médecine devient muette. En ce sens que la biologie et l'imagerie vont faire les diagnostics bien avant. Tout récemment, une intelligence artificielle couplée à une résonance magnétique nucléaire a fait le diagnostic d'Alzheimer 6 ans avant que les symptômes n'arrivent. Donc c'est à ce point-là. Là, ce qui ne sert pas à grand-chose dans la mesure où là, on n'a aucun traitement. Oui, simplement, on va y arriver parce que plus on prend tôt, moins il y a de neurones touchés. Et donc, on va pouvoir y arriver. Mais c'est impressionnant de voir ça. Donc, oui, nous allons vers une médecine muette dans nos pays. Je ne parle pas dans les pays encore en voie de développement. Et donc, il n'y aura plus de symptômes. Donc, on n'aura plus tout. D'accord. Alors, je pensais que vous étiez un homme du futur. En fin de compte, vous êtes en train de ranger toutes les méthodes que je vois arriver dans les congrès. Par exemple, justement, ces marqueurs qui permettent de
de prédire l'efficacité des traitements. C'est quand même, c'est en pleine actualité. Oui. Ça, c'est quand même une innovation énorme. Oui, mais attendez, mais je suis d'accord, mais c'est de la prédiction, donc c'est du pourcentage statistique, c'est 30%, 40%, 50%, et moi, dirait Dutronc. Hein. Voilà. Et bien, et moi, c'est pas 30 ou 40%, c'est moi. Et c'est du 0 ou 100%. Et ça, on ne peut pas dire, on ne peut pas aller plus loin. Alors je signale, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Guy Valencien, c'est très simple. Hein. Vous savez que vous pouvez, en bas de votre écran, il y a de quoi envoyer des questions. Elles arrivent là. J'en vois déjà qui arrivent. Ils ne sont pas forcément d'accord sur votre vision des marqueurs. Mais on va aller directement maintenant à l'intelligence artificielle au service du médecin. Dans votre enquête. L'intelligence artificielle apparaît pour 43% du grand public et 47% des médecins comme une avancée qui aidera au diagnostic. Alors là, on va commencer par les robots. Alors, j'ai trouvé quelque chose ça va vous plaire. Les robots sont capables d'emmagasiner des millions de données. En 2017, en Chine, un robot a réussi l'examen national pour rentrer à l'école de médecine. Oui, il s'appelle Qiaoqi, c'est le petit docteur, ça veut dire en chinois. Et il va être déployé dans les déserts chinois, parce qu'il y en a quand même, il y a encore 600 millions de paysans dans ce pays, et où il n'y a pas de médecine. Et donc, il va être déployé pour assurer de la médecine de base. Et donc, ça va améliorer globalement le statut sanitaire de la Chine. Et là, les robots, est-ce que pour vous, ils sont plus fiables parce qu'ils ne sont pas influencés par des écoles de pensée ou des biais personnels ? Non, parce que de toute façon, ils sont programmés par des hommes, donc ils seront influencés par des biais d'école et de tradition et de civilisation. Et heureusement, parce qu'on est quand même fait de chair et d'os. Et simplement, ils vont nous aider, ils vont permettre... Le malade va pouvoir faire son diagnostic lui-même dans un nombre de cas important, notamment pour un tas de pathologies bénignes. Je répète que nous serons là, nous, en réserve pour les cas difficiles, d'où la nécessité de consultations longues, d'une demi-heure, 1 heure, s'il le faut, et pas les 10-12 minutes comme ça, à la va-vite. Donc pas moins de médecins, mais des médecins qui passent plus de temps. Je pense qu'il faudra moins de médecins parce qu'on va transférer une grande partie des tâches à des infirmiers que l'on upgradera au niveau master. Dans le service, nous avons des infirmières praticiennes en pathologie de la prostate. Dans le service, vous dites, vous, dans le service d'urologie. où je suis. Vous allez faire plaisir. Vous savez que, comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, les infirmiers nous regardent, les pharmaciens, les dentistes et d'autres. Eh bien, très concrètement, il y a les infirmières qui sont des cliniciennes et qui assurent tout l'interrogatoire du malade la première fois, l'examen clinique complet avec le toucher rectal, l'échographie, les prélèvements biologiques. Et quand tout cela a été fait, nous voyons le malade qui a déjà mûri sa pathologie avec l'infirmière. Et ensuite, on alterne à tour de rôle, médecin-infirmier, les consultations de suivi. Elles peuvent represcrire des médicaments, elles peuvent faire des gestes qu'elles n'ont pas le droit de faire autrement. Bref, c'est un vrai couple qui travaille. Les malades, nous avons été investigués par l'adresse, les malades sont extraordinairement contents. Il n'y a pas eu de morbidité accrue par la délégation de tâches, et ça nous rend 15 à 20% de temps médecin, terminé. Et en chirurgie, faudra-t-il mieux être opéré par un robot ou par une star de bistouri ? Les deux. Non, mais moi je préciserais même, est-ce qu'un chirurgien moyen, parce qu'une star restera une star et je pense que je me ferai toujours opérer par vous, mais un chirurgien moyen, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être opéré par un robot ? Si, bien sûr, mais on est bien d'accord. Mais vous avez aussi des délégations de chirurgie à des personnels dédiés. Comme en Angleterre, aujourd'hui, vous avez des surgical practitioners qui sont des infirmiers ou des infirmières, qui assurent de la chirurgie entière sans être sous le contrôle du chirurgien. Il faut arrêter de croire que nous devons tout faire. Il va falloir partager le travail entre les différents acteurs. Et c'est ça, la vraie révolution, elle est là beaucoup plus que l'arrivée de la machine. On y viendra tout à l'heure, la délégation de tâches dans le débat, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été très aidé du côté des lobbies de médecins. Hein. Non, parce que tant que vous êtes dans un système de paiement à l'acte, si vous le donnez à un autre, c'est plus vous qui touchez. Ouais. Donc fatalement, vous résistez. C'est aussi médiocre que ça ? Mais ça se comprend. Ouais. Ça se comprend. Donc il va falloir repenser les modes de financement autres que le paiement à l'acte exclusif. Et finalement, tout ce que vous expliquez, ça sera une solution aussi au manque de ressources médicales qui, dans certaines spécialités, fait jour. Manque d'urologue. Manque d'urologue, manque d'ophtalmo, manque de... Il n'y a pas de manque d'urologue en France. On est à peu près 1 pour 60 000 habitants, c'est un quota qui semble correct. Attendez, mais on dit qu'il manque d'ophtalmo, mais est-ce que les ophtalmos ne revoient pas tout le temps les mêmes malades ? Il faut regarder exactement ce qui se passe. C'est très compliqué. Moi, je dis que quand quelqu'un est débordé de malades et n'a pas de place pour des rendez-vous, c'est que ça ne va pas.
Je suis navré, c'est qu'il y a un entretien des mêmes malades et il n'y a pas de place pour les nouveaux. Enfin bref, là encore, l'organisation grâce au numérique va faciliter les choses. Alors vous voyez beaucoup la délégation de tâches. Moi, je voyais l'intelligence artificielle pas uniquement pour contrôler une machine, si performante soit-elle, mais de devenir, dans un premier temps, l'assistant indispensable du médecin. Est-ce que le lien médecin-patient est toujours irremplaçable ? Mais il est indispensable, bien sûr, parce que quand vous souffrez, vous êtes paumé, vous avez besoin d'une voix, vous avez besoin d'un contact, vous avez besoin d'un regard. Et ça, la machine ne vous le fera pas. Donc, alors vous allez me dire, des psychologues le font très bien, des infirmiers le font très bien. Oui, l'empathie n'est pas réservée aux médecins. Simplement, il va falloir, nous, sélectionner les futurs candidats, disons candidates, puisque c'est 70% de filles, médecins, sur des qualités d'humanisme, et non pas sur les maths et la physique. Dans votre enquête, les jeunes, ils aiment bien le côté technologique de la médecine. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu à le subir, mais... Sans doute, et puis avec l'efficacité que ça peut produire pour le diagnostic, pour le traitement, en plus avec une intelligence artificielle qui est prometteuse dans certains scénarios, qui apprendra sans cesse à être de plus en plus efficace. Donc est-ce que vraiment on peut, dans 10, 15, 20 ans, voir la portion de la relation humaine de plus en plus étroite dans la relation entre les médecins et les patients? Alors peut-être pas demain, mais les robots, les fameux robots chinois dont vous nous avez parlé, sont sans relation humaine après. Oui, mais c'est pour de la détection de base. C'est du remplacement temporaire, de la détection de base, de choses bénignes. Mais je ne crois pas. Au contraire, plus on va avoir de machines qui vont nous aider, plus il y aura besoin de relations humaines. Pas forcément de médecins, d'ailleurs. Pas forcément de non, médecins. mais des personnels médicaux. Oui. J'intègre tout le monde. Bien évidemment. Ça m'apparaît, c'est ce que recherchent les malades. Et c'est ce qu'il manque tant aujourd'hui. Les jeunes, je vois bien les jeunes, ils sont en permanence en consultation, ils sont sur l'écran. Je vais vous faire le truc. Bon, votre nom, votre prénom, alors vous pissez 3 fois par nuit, ils ne vous regardent pas, vous êtes là, non, ils regardent l'écran. Et ensuite, il vous dit, hop, ils vous donnent l'ordonnance, on va voir monsieur à la semaine prochaine. Non, mais c'est insupportable. Et la place des médecins traitants, du coup, demain? C'est ça. Demain, celui qui va gagner, c'est le médecin généraliste. Le médecin global. Le MG, c'est le médecin global, qui connaît la personne dans son intégralité familiale, socio-professionnelle, culturelle, religieuse. Et ce n'est pas le spécialiste. Donc, vous, le spécialiste libéral, il peut se poser des questions sur son avenir à moyen terme. Mais je pense que c'est peut-être angoissant, mais il faut se regrouper. Il ne faut surtout pas continuer à injecter des futurs radiologues à toute vitesse, des futurs biologistes à toute vitesse, des futurs anapathes à toute vitesse. Tout ça va être de plus en plus automatisé, normalisé. Et voilà. Alors, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de problème d'urologie en France. J'ai bien compris que la médecine générale va être en pleine forme. Vous ne pouvez pas nier que l'hôpital traverse quand même une méchante crise, à la fois de moyens, de personnel. Est-ce que justement l'arrivée de l'intelligence artificielle à l'hôpital, ce n'est pas une solution en comparaison à l'embauche qui ne se fait pas, la formation des personnels? C'est avantageux pour l'hôpital L'IA, l'intelligence artificielle, ça ne remet jamais à niveau les désordres. Je suis désolé, mais et c'est plutôt quand on est déjà ordonné que l'intelligence artificielle vous apporte. Si vous êtes dans le bordel ambiant comme c'est aujourd'hui, l'IA ne fera rien de plus. Il faut donc revoir complètement l'organisation hospitalière, et c'est un vrai problème de fond sur que fait-on. On est aujourd'hui dans le quantitatif pur, il va falloir revenir au qualitatif, et c'est vrai que... C'est une façon d'y revenir, au qualitatif. Oui, mais si vous injectez de l'IA dans le système d'aujourd'hui, mais les soignants vont encore plus exploser. Déjà, ils fonctionnent avec des ordinateurs qui marchent 1 fois sur 2. Ils sont déjà en permanence devant les écrans sans s'occuper des malades, ce dont ils se plaignent. Si on en rajoute encore, on va les exploser, mais alors à un point inimaginable. Donc, commençons par revoir l'organisation, le management à l'intérieur de l'hôpital, qui est vraiment dans un état de déliquescence totale. Alors, il va falloir conclure cette partie sur l'intelligence artificielle. Si je vous dis que les machines deviendront des assistants nécessaires aux médecins, mais ne pourront jamais les remplacer, on est d'accord? Pas pour tout, il y a des cas où ils pourront faire complètement. Vous avez une intelligence artificielle qui a été validée par la Food and Drug Administration pour faire le diagnostic de rétinopathie diabétique sans le besoin de la signature du médecin. Que la FDA ait fait ça, ça veut dire la fiabilité du système. Ouais.
Alors là, entre la place du médecin traitant et celle de l'infirmier ou infirmière telle que vous l'avez décrite dans votre service, on voit bien que c'est un nouveau positionnement entre l'un et l'autre. Quelle formation aujourd'hui? On a l'impression qu'avec dans l'état actuel des formations, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de progrès à faire pour que chacun puisse être à l'aise, intégrer de l'émotion, intégrer les outils technologiques. Demain, des super infirmiers, infirmières ou des médecins traitants qui ont besoin peut-être de moins longtemps de formation plus ciblée? Alors, d'abord, une formation plus courte, oui. Déjà aujourd'hui, grâce à la simulation et tous les systèmes qui vous permettent de répéter des cas les plus rares plusieurs fois et de les avoir dans la tête, ça c'est clair, on peut gagner 2 à 3 ans. Sur la formation des médecins, Oui, déjà. oui, on peut aller quasiment à 6 ans de formation. Vous supprimez la chimie, les mathématiques, l'histologie et tout bien ça. sûr, et arrêter de sélectionner enfin c'est fini le bac, il n'y a plus de section maintenant. Ouais. Mais il faut arrêter de les sélectionner par les sciences dures. Il faut un oral, parce que c'est un métier de relation. Et la moindre des choses, c'est de voir si le candidat est bon. Et un candidat bon à l'oral va peut-être rattraper des notes mauvaises à l'écrit. Donc c'est pas du tout une double peine, comme le disent les étudiants qui ne veulent pas ça. Mais si, pour eux, c'est une chance. On est en train de faire les mêmes constats que Air France avec la formation des pilotes, qui en ont eu marre d'avoir des polytecniciens dans les cockpits et qui ont voulu retrouver des pilotes d'aéroclub quelque part. On en est là. Exactement. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a choqué. C'est, on vous dira, la machine vous dira, vous avez un cancer, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Je vous ai arrêté, mais là, on va y revenir. Parce que l'émotion, il n'y a aucune machine qui est capable de prendre en charge l'émotion aujourd'hui. Alors, la voix, attendez, sur ce plan-là, les voix que l'on entend aujourd'hui dans les assistants vocaux sont d'une sensualité incroyable. On a l'impression que c'est une voix humaine. Donc la machine va vous dire, va penser, elle va pas vous faire « vous avez un cancer de la prostate ». Non, mais elle va vous faire « bonjour ». Non, mais qu'elle dise bonjour comme dans un ascenseur et vous avez un cancer, je vois pas ce qu'on y gagne. Non, mais alors que je connais votre empathie et je suppose que quand vous annoncez quand vous annoncez un cancer, vous ne transformez pas en Sinatra. Non, mais attendez, j'avais pas fini mon argumentation, cher Jean-François, quand je décrivais le cas. Je dis que la machine va vous dire que c'est une caricature, tapez 1 pour avoir le résultat, 2 pour changer le traitement, et 3 pour avoir un conseiller. Et la personne va taper 3 systématiquement pour avoir quelqu'un à qui parler, s'exprimer, ne plus être dans la détresse solitaire. C'est ça le rôle du médecin, c'est à la fois un rôle d'expertise et un rôle d'empathie. Alors, on conclut que le cerveau de l'homme restera éternellement en avance, que la machine n'est pas intuitive, et qu'en fin de compte, le dernier rempart, et ils ont une belle vie devant eux, ce sont les psys. Ce sont les psys. Les psys, les psychiatres, les psychologues. Les psys, pardon. Alors, oui, bien sûr, on fait tous les jours de la psychologie en consultation. Et moi, c'est ce que j'ai préféré dans ma vie de chirurgien, c'est la consultation. Les patients ne sont pas tous d'accord pour dire que tous les médecins sont psychologues. Non, vous dites, loin on en de là, fait tous les jours, loin de là. C'est pas enseigné, on est bien d'accord. C'est pas pris en charge. Oui, c'est pas enseigné, il y en a qui s'en foutent. D'où l'idée de faire un oral dans les études de médecine. Et puis de leur apprendre, ça s'apprend. L'art de la consultation, ça s'apprend. La première chose, c'est de ne pas interrompre le malade au bout de 13 secondes, ce qui est la moyenne en France. Parce qu'on vous demande tous les examens, non, laissez-le parler, laissez-la parler. Alors, on change de sujet. On ferme l'intelligence artificielle et on va parler des craintes. Parce qu'il n'y a pas que des gens ravis dans votre enquête. Ouais, parallèlement à la confiance, il y a aussi des sources d'inquiétude qui émergent, avec des disparités là, qui sont significatives entre le grand public et les médecins, notamment concernant la numérisation des données et la confidentialité. 47% des praticiens la craignent, alors que dans le grand public, il n'y en a que 34% qui la craignent. Dans le public ? Oui, dans le grand public. Ouais. Ils sont d'ailleurs 66% contre 58% des Français à penser qu'avec le développement des nouvelles technologies, le secret médical sera plus difficile à faire respecter qu'avant. Qu'en pensez-vous de ces questions de confidentialité, de secret médical avec ces nouvelles technologies, le transfert de données? Aujourd'hui, les malades envoient tous les jours par Internet, ils savent que c'est pour eux, leur dossier intégralement. Docteur, j'ai un cancer de la prostate, je vous envoie le scanner, je vous envoie le dosage du PSA, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été vu par un tel ou un tel. Ça passe à travers la toile. Et quand on est touché soi-même, c'est pas le problème de se dire que quelqu'un va peut-être piquer mes données. Donc sur le fond, individuellement, les gens ne sont pas inquiets.
Maintenant, c'est vrai que c'est quand même un vrai problème, car on sait très bien que on peut avoir une utilisation frauduleuse, on peut avoir des sélections, on peut avoir tout ce qu'on veut au point de vue assurantiel, donc il va falloir mettre des garde-fous, c'est évident, et protéger le plus possible. Alors, est-ce que le secret restera ce qu'il est? Il ne l'est plus. Enfin, je suis désolé, quand vous allez dans le moindre hôpital, les dossiers, vous les prenez comme vous voulez. Alors justement, le dossier médical personnalisé, c'est une évidence pour vous? On est en retard, mais c'est une évidence qui va se mettre en place? Je n'en sais rien. En tout cas, ça fait 14 ans qu'on attend. Il semblerait que ça y est, ça parte. On en est peut-être à 1,5 million ou 2 millions. Ils sont ouverts. Est-ce qu'ils vont être utilisés? Si le dossier est lourd, de ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est lourd. C'est hyper compliqué, c'est comme un peu ce que nous sort la Haute Autorité de Santé, on défile des pages entières. La personne de 80 ans va être totalement paumée avec ça. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé l'ergonomie numérique pour les gens qui l'utiliseront. Les applications de télémédecine, là encore, il y a un problème de confidentialité, parce que à partir du moment où on met l'interface digitale entre le patient, les médicaments et les professionnels de santé, le secret médical, Mais vous savez, la télémédecine, ne serait-ce qu'un coup de fil à un malade, déjà, quelqu'un peut être sur écoute. Hein. Oui, bien sûr. Bon, si on le veut. Donc, en plus, si on a la vision, ça ne gêne pas. Mais je pense que la télémédecine est un excellent moyen de communiquer, notamment pour les généralistes qui connaissent déjà les malades, pas en première consultation et qui les connaissent parfaitement. Écoute, t'inquiète pas, Georges, bon, t'as un petit peu de travers, on verra, si demain tu vas pas mieux, tu m'appelles. Bref, moi j'ai fait des téléconsultations en quelques secondes. Parfois, on peut rassurer quelqu'un quand on connaît la personne. Donc je crois beaucoup à cela, ce qui va désengorger les consultations, désengorger les urgences où les gens viennent pour n'importe quoi. Je suis désolé, mais pour n'importe quoi. Et on va rétablir un ordre sanitaire grâce à ces moyens-là. Alors c'est la relation médecin-patient qui pose le plus de questions aux médecins, puisque 52% contre 37% pour le grand public se montrent inquiets de la distance qui peut se créer entre les médecins et leurs patients avec l'arrivée de ces nouvelles technologies. Donc il y a une crainte qui là est plus marquée, contrairement à ce que vous avez l'air d'expliquer depuis le début de l'émission. Mais je pense que c'est une crainte. Bon, je voudrais rassurer mes confrères, c'est une crainte, et on va leur montrer que non. Plus on les libérera de tâches qu'ils n'ont pas à faire ou qui peuvent être déléguées, plus ils auront le temps d'être justement à l'écoute et à l'entretien et à la compassion, au noble sens du terme, au sens noble du terme. Pardon. Ça réhumanisera la médecine. Ah, mais complètement. Plus on va avoir de la machine, plus on va réhumaniser. Alors, ceux qui disent déshumanisation de la médecine avec la machine, c'est des penseurs du siècle précédent. Non, je dis aujourd'hui oui, parce que, notamment à l'hôpital, dans ce maelstrom dans lequel on est, avec des appareils qui ne marchent pas très bien, une numérisation à demi avortée, c'est compliqué, donc on rejette, on perd du temps et on n'a pas le temps d'être trop malade. Mais je peux vous dire que si ça marche, on aura le temps d'être trop malade. Et qu'il y ait des robots qui passent dans les chambres, par exemple, régulièrement. Et si vous êtes allongé, vous ne pouvez pas bouger, vous perdez vos lunettes. Il faut sonner une infirmière qui est en train de faire des soins à 50 mètres de là. Vous auriez un petit robot qui viendrait vous les ramasser, vous les mettre. Et vous pourriez repartir dans la vie et lire votre bouquin. Et l'infirmière passerait pour vous voir, sans forcément que vous ayez sonné. Donc c'est un autre mode d'exercice des métiers qu'il faut envisager. Dis-moi Siri, ramasse-moi mes lunettes, on voit ce que ça va devenir. Alors, on a analysé les types de craintes. Il y a 3 grands types de craintes chez les médecins. En premier lieu, le risque de diagnostic moins précis. Moi, ça m'a surpris parce que je pensais que c'était pas ça. Et ils ont l'air de craindre qu'en fin de compte, la machine soit moins précise que l'humain. Non, je ne crois pas. Oui, alors là, je ne vois pas encore. Les premiers tests que l'on connaît montrent que non. Et montrent que quand on a affaire à un très bon spécialiste, il va aller à 95-96% de bons résultats en termes de diagnostic. La machine très bien faite va aller au même résultat. Et à eux deux, ils vont aller à 99,8%. D'accord. Pas à 100, mais voilà. Mais alors justement, deuxième crainte des médecins, que ces machines entraînent un manque de confiance justement de ces patients dans le diagnostic du soignant traditionnel. Mais il faut plus se reposer sur le diagnostic, il faut perdre le savoir, je veux dire. C'est l'expérience qui compte, ce qu'attendent les malades, c'est docteur, dites-moi. En gros, quand on est un bon consultant, le malade vous dit quoi à la fin? Et docteur, si c'était vous? Donc il transfère complètement sa confiance et c'est à vous de répondre et de l'aider, de l'éclairer. C'est ça le vrai métier. Tout le reste, toute la technique, ça peut être fait par d'autres quasiment. Alors, troisième crainte, c'est sur l'augmentation des inégalités territoriales ou sociales d'accès au numérique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben non, c'est ce qu'il y a de plus facile à vaincre.
Bon, ça va venir, ça c'est ce qu'il y a de plus facile à réduire. Il suffit déjà, le gouvernement a négocié avec les opérateurs à 3 milliards, je crois, d'aller dans les vallées les plus perdues. Je reviens de Touraine, là où effectivement, là où je suis obligé de faire 30 mètres pour avoir du téléphone. Hein. Attendez, je ne l'ai pas chez moi. Je fais 30 mètres dehors. Bon, mais ça va changer, ça, dans les années qui viennent. Donc, c'est un faux problème, ça. Vous faites de la peine à 2 Tourangeaux, là. Mais bon... mais c'est comme ça. En plus, il y a effectivement les fameux satellites d'Internet à haut débit qui ils vont annoncer plusieurs milliers qui devraient arriver. C'est bon. Eh bien, voilà, on va passer à vos questions. Alors une question pas gentille, pas pour vous, hein, j'avais peur que les médecins, mais enfin jusqu'ici vous avez été plutôt gentil avec les médecins, je pensais que vous alliez dire qu'il n'y aurait plus de médecins, vous décrivez les médecins généralistes vainqueurs, et là un médecin généraliste qui dit « le médecin généraliste n'a jamais gagné, sauf chez les démagogues de tous les bords, gouvernants, la piétaille de Mitterrand, universitaires, petits comptables de CPAM ». Bon, ça c'est une... Je n'ai pas de réponse à ça. Pas de réponse. Bon. Bah oui, c'est un malheureux. Bah, tant pis, qu'est-ce que vous voulez, il y a des malheureux dans la vie. Alors moi, j'ai sélectionné là 3 types de questions parce qu'elles vont toutes dans le même sens et elles résument les autres. Hein. La première, c'est le robot que l'on tente de transformer en homme ou l'homme que l'on veut robotiser. C'est pas tout à fait la même chose, même si on joue là un jeu dangereux. Non, mais ni l'un ni l'autre. On ne va pas transformer le robot en homme, même s'il y a des formes, il y a des robots humanoïdes, et on ne va pas robotiser l'homme. Non. Je pense qu'on va travailler en osmose. Alors ça s'apprend, hein. C'est vrai que c'est pas toujours simple d'être en contact avec la machine et de l'entendre, mais il faudra former les étudiants à cela. Hein. Et dès l'école, il va falloir former les gamins au rapport à la machine et à l'esprit critique, garder l'esprit critique par rapport à la machine qui n'en a pas. Donc c'est une mutation totale de notre humanité et de notre cerveau. Hein. Pour l'instant, on s'appauvrit. Parce qu'à être multitâche, on est en train de devenir zingo. Et on va exploser. Il faut revenir il faut se méfier que les neurones, c'est extrêmement plastique. Dans les deux sens. Alors, à partir du moment où on a prononcé le mot secret médical, ça s'est déchaîné. Un me dit, vous connaissez le docteur Laurent Alexandre, bien évidemment, on le salue, qui popularise son homme de 200 ans avant la fin du siècle. Bon. Ça, c'est pas le secret médical. Non, mais je veux dire, attendez. Alors, c'est plutôt drôle quand on l'écoute. Oui. D'accord, hein. Mais il est dans un débat d'idées intéressant et c'est moins drôle lorsqu'il nous explique ce que préparent les GAFA. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les GAFA ? Ce sont les Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis on rajoute Microsoft, les GAFAM. Et en Chine, vous avez les Baxt, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont les équivalents asiatiques de ce que sont les Américains. Et ces 8 firmes mondiales, planétaires, sont les gérants du monde aujourd'hui. Parce qu'ils ont des milliards de données accumulées, des algorithmes aujourd'hui suffisamment puissants pour faire ce qu'ils veulent de nous demain. Là, on est dans le secret, hein, vous êtes d'accord. Hein, puis ils savent tout de vous et de moi. Mais, ouais. Voilà, mais si vous voulez... Ça vous gêne pas ? Je vais vous dire, je reviens de Chine et ça m'a frappé de voir le sourire des gens. Ils en ont rien à foutre des caméras. Mais c'est bourré de caméras partout. Il y en a plus que dans ce studio. Dans la moindre pissotière publique, dans le moindre... Partout. Rue, partout. Mais le pays va mieux. Ils s'enrichissent. Donc la démocratie, ça sera après. Au moins, on vit mieux. Nous sommes dans un vieux pays. On est engraissés, bras assistés, et on ne fait plus parler d'éthique et droits de l'homme dont on se fout, finalement. Donc, on est grave. Et c'est eux qui vont gagner. La vieille Europe blanche, judéo-chrétienne, elle est morte. Il faut que l'entendre, elle est morte. Donc tout se passe du côté du Pacifique, entre les deux côtes, Est et Ouest, Amérique et Chine. Et si on ne comprend pas ça en France, on va le prendre dans la figure directe. Vous vous en foutez que les GAFA sachent tout de vous. Alors, ils savent tout de moi, comme le savaient les renseignements généraux un certain nombre de jours. Ils savent tout de moi. J'ai qu'à supprimer. Nous sommes les plus forts. Demain, on arrête
de liker, de tweeter. Sauf Mais cette ils émission. meurent. Mais ils meurent, puisque leur business plan est fait sur la pub qu'ils vendent aux annonceurs à partir de nos clics. Donc nous sommes les plus forts. Et les 2,5 milliards d'internautes branchés sur Facebook s'arrêtent demain. Vous arrêtez une journée. Puis ensuite, la semaine d'après, 2 jours, 3 jours, vous allez voir Facebook changer. Vous voulez vider Mais personne ne veut le faire. Vous voulez vider notre audience parce Mais non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est- on le fera, vous le ferez On le jour continuera le jour à où il y a écouter pas la les fermeture. émissions. Mais pardon, non, mais c'est très important de savoir ça. Si nous voulons garder la liberté, donnons-nous les moyens et acceptons de fermer ces outils pour montrer à ceux qui les utilisent qu'on est les plus forts. Alors, justement, Nicolas, vous avez reçu un mail, ce que vous m'avez montré ce matin. Est-ce que vous pouvez nous le Donc, dire je vais vous lire le mail qui est intéressant. Un des chantres du transhumanisme, Elon Musk a montré qu'il était capable de faire rouler des voitures sans chauffeur et à l'électricité, de faire avant la fin de la décennie le tour de la Lune à des touristes. Il veut implanter l'intelligence artificielle dans le cerveau dans un délai très court. Mais il veut aussi bombarder la planète Mars avec nos réserves de bombes atomiques pour implanter ensuite des colonies. Alors Guy, probable, Non, mais Elon Musk. Fantasme. Bon, alors de toute façon. on le laisse essayer ou on lui interdit? Non, mais attendez, aller sur Mars, très bien. Mais c'est pas assez loin, c'est le Airbnb. Parce que si on veut sauver notre peau, nous sommes des êtres temporaires. Hein. D'ici 500 millions d'années, les astrophysiciens nous disent que les océans seront à plus de 100 degrés. On va crever de toute façon. L'humanité est quelque chose de temporaire. Donc on peut se barrer sur une autre planète, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Il faut aller sur Proxima du Centaure pour se mettre dans des matelas tranquilles et aller se prendre des bons mojitos sous le soleil d'Andromède. Mais non, mais vous voyez, on est dans le délire de même que vouloir vivre 1000 ans ou l'immortalité. Ça, ce sont des délires démiurgiques de gens qui ont oublié d'être matures. Transhumaniste. Oui, sans humanisme Ouais. aucun. Et donc voilà, alors Elon Musk... Mais justement, il faut préciser à nos téléspectateurs que les GAFA, au départ, cette histoire de données d'intérêt, ça intéresse les fondateurs de devenir éternels. Ils Oui. ont tellement gagné d'argent que c'est insupportable l'idée de mourir. Mais bien et sûr. leur idée dans la recherche, elle est là. Bien Hein, sûr. on est d'accord. Mais non, ils ont surtout une vision totalement démiurgique. Ils ont gagné tellement... Enfin, vous voyez, Facebook n'a que 14 ans. Bon, quand en tous les cas, il y a quelqu'un qui dit je pense que. Il est très content de l'émission. Il dit je pense que vous êtes en train de vous amuser, à vous et à nous faire peur, mais devant une hypothèse totalement irréaliste. Laquelle? Juste de dire les GAFA vont contrôler le monde. Ah, mais c'est pas qu'ils vont. Non, mais C'est qu'ils le font. Notre santé. Ils ont quand même joué à l'élection, excusez-moi, ils ont joué sur l'élection présidentielle américaine. Ouais. Et on ne mesure, mais les Français ne sont pas informés de ça. Ils ne mesurent pas le niveau de la cybercriminalité qu'il y a aujourd'hui. La guerre, c'est le contrôle des outils numériques. Ça, c'est plus les soldats avec leurs chasse-peau dans les tranchées, c'est fini. Bon. Mais il faut le dire. Oui, d'accord. C'est important que Mais votre émission bon, le dise. C'est un débat médical aussi, on n'y peut pas grand-chose. Alors, je vais vous poser 2 questions pour conclure ces JDF. D'abord, est-ce qu'on a les moyens de ces multiples révolutions ? Alors, bien sûr, à partir de... Mais oui, on a tous les moyens, parce qu'on a tous les ingénieurs qu'il faut, tous les matériaux, des matières premières et tous les outils qu'il faut. Donc oui, on a les outils. Mais c'est à nous de décider. Mais pour ça, il faut être conscient des enjeux, des risques. Or, je suis très frappé dans ce pays, parce que je me balade pas mal. Il y a un retard d'information sur ce qui est en train de se passer dans le monde qui est dramatique. Et les gilets jaunes, c'est un peu ça aussi. Et donc, on ne mesure pas... moi, je pensais que les médecins n'avaient pas vraiment le choix. En fait, vous dites, les médecins ont le choix, mais il manque d'informations. Ah, mais complètement. Il faut bien savoir ce qui se passe ailleurs pour comprendre où nous en sommes ici. Et notre Europe peut-être se relever, mais ça va être difficile, parce que nous n'injectons pas l'argent suffisant. Quand Pasteur était en train de travailler sur les bactéries, il avait 3 pipettes, ça coûtait rien. C'était que le citron qui comptait. Aujourd'hui, il faut à la fois le citron et en même temps des milliards pour développer les choses. Et ça, nous ne savons pas faire en Europe, pas suffisamment. Alors, merci Guy Valencien. Nous allons retrouver toutes les professions de santé face à ces défis. Alors, pour lancer le débat avec nos invités qui arrivent et qui vont nous rejoindre, votre sentiment d'abord sur l'évolution du métier de pharmacien? Je crois que je suis très confiant dans l'évolution du métier de pharmacien. Les pharmaciens, vous savez, sont réglementés. Et en fait, mais il y a toujours une croix verte partout. Il n'y a pas de vrai désert pharmaceutique. C'est assez étonnant, mais c'est un signe. Deuxièmement, ils ont à la fois le bien-être et la santé. Et quand on rentre dans une pharmacie, on voit le bien-être, la santé est derrière. Ils sont capables de faire un certain nombre de choses que n'aiment pas les médecins. De la vaccination, peut-être même des petits soins. Pourquoi pas? Ça ne me gêne absolument pas. Ça va être encore
toute la discussion de transfert de tâches. On va y voir, aux autres on va voir personnels. dans un instant. Et les infirmières? Pareil. Alors les infirmières, ça dépend. Si c'est des infirmières qui sont dans des structures salariées publiques ou parapubliques ou privées, ou ce sont des infirmières libérales. Chez les infirmières libérales, il y a une propension à dire « je sais tout faire, je fais toute seule et j'en ai rien à foutre des autres ». Je suis désolé, mais j'étais à leur congrès l'autre jour, j'étais frappé de ça. « Mais monsieur, moi je sais tout faire, mes chimios je les fais bien, j'ai pas besoin d'être évalué, j'ai pas envie de participer à un groupe de travail ». Je me dis « il va falloir faire attention ». Donc je pense qu'il faut que là aussi les infirmières apprennent à travailler avec les autres corps de métier et ne pensent pas qu'elles sont les rois du monde comme ça ou les reines du monde. Écoutez, ça va très bien parce que j'avais peur que vous soyez trop consensuel. Ça a commencé, tout le monde il est beau. Là, au moins, il y a un élément de débat. Ce JDF spécial est terminé, mais on ne se quitte pas. La soirée se poursuit avec un débat prometteur avec les représentants d'autres professions de santé auxquelles vous allez être confrontés, Guy. Un générique et on se retrouve.